So good morning, everybody, and welcome to this hearing between human rights defenders from Niger and Mary Lawler, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders. My name is Michael Phoenix. I work with Mary, and I'll be chairing this meeting today, where we're really looking forward to hearing from all the human rights defenders present about their work in Niger. So to get us started, I'm going to hand over to Mary to say a few words of welcome. Mary? Good morning, everybody. It's really great for me to be here. Niger is a country that I need to learn a lot more on, and this is a very good opportunity for me to meet with you, human rights defenders. When you are talking, please, apart from telling me about the work that you're doing, can you please make sure you tell me what level of risk that you face when you're doing that work? I know some of you have been at risk, and I want to hear what the situation is like for you now. As you know, the rapporteur on human rights defenders can only concentrate on the protection of human rights defenders themselves. So if there are cases of human rights defenders who are being persecuted or attacked or detained or imprisoned, please send me information in the defenders inbox, and Fiacre will put that up in the chat with as much information as you can about the situation, and we will try and take up the case. But for now, I just want to listen and hear you. Thank you very much. Now I to ask Michael, if Michael, you can hear me, if you could please turn on your camera and take the floor. You have 6 minutes. Michael, if you can hear me, please go ahead. Merci, Mike. Je vous entends très bien. Merci beaucoup. Merci, je remercie le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme. Je remercie tout le monde de nous avoir permis de participer effectivement à cette réunion. Et voilà, la situation des droits de l'homme chez nous, dans notre pays, est vraiment, ce n'est pas l'image que effectivement les gens donnaient à l'extérieur. C'est-à-dire les discours un peu partout pour dire que le Niger, c'est un état de droit. Le Niger, il y a réellement la démocratie, mais tel n'est pas le cas. Parce qu'il faudrait comprendre que le devoir des organisations de la société civile a commencé avec l'adoption d'un certain nombre de lois qui sont là, que nous considérons liberticides. D'abord, le régime d'association qui date, c'est-à-dire c'était une ordonnance de 84. C'est avec cette ordonnance de 84, au moment d'un régime d'exception, qu'effectivement, c'est avec cette ordonnance que jusqu'à aujourd'hui, on continue à travailler. Donc, il faudrait nécessairement qu'on revoie effectivement cette ordonnance-là. En dehors de ça, vous savez que récemment, il y a eu 2 lois qui ont été adoptées chez nous, dont la loi sur la cybercriminalité et aussi la loi sur l'interception des écoutes. Donc, en dehors de ces 2 lois-là, il ne faudrait pas oublier qu'en 2004, il y a eu une loi régissant les manifestations sur la voie publique qui est tout à fait liberticide, parce que c'est à base de cette loi que les activistes sont arrêtés et menés dans les prisons. Nous, de notre côté, effectivement, au niveau de Tournons la page, nous sommes sur le terrain. Nous avons fait un rapport sur le rétrécissement de l'espace civique depuis 2018. À nos jours, à aujourd'hui, chaque fois, nos manifestations sont systématiquement interdites par les autorités. Plusieurs des activistes ont été arrêtés. Donc, moi, personnellement, pendant ces 10 ans, j'ai vécu 3 fois la prison par rapport à nos activités que nous menons. Et c'est toujours, effectivement, la justice qui est utilisée pour empêcher aux activistes de dire ce qu'ils pensent, de faire leur mission. Donc, il n'y a pas, en quelque sorte, une indépendance pratique, c'est-à-dire sur le terrain de la justice. Parce qu'il faudrait reconnaître que nos textes ont consacré l'indépendance de la justice, mais très malheureusement, l'exécutif utilise toujours la justice pour faire taire les voix dissidentes.
pour faire taire les voix dissidentes. Aujourd'hui, actuellement, dans les prisons, il y a plus de 430 citoyens nigériens, que ce soit So we seem to have lost Michael for the moment, so we'll try to come back to him. Michael, can you hear us now? Je suis là, mais vous voyez, nous avons un problème de connexion chez nous. Ça aussi, ça ne favorise pas le travail des activistes. Je disais que nous avons près de 430 détenus politiques ou bien détenus d'opinion qui sont dans les geôles, qui attendent toujours, qui croupissent, qui attendent toujours leur jugement. Parmi ces détenus, il y a des détenus de l'opposition politique et aussi des activistes, des défenseurs des droits de l'homme qui sont dans des prisons, d'ailleurs même de haute sécurité telles que Kout-Kalé. J'ai en mémoire Anas Jibrilla, qui est un activiste qui est détenu dans la prison de haute sécurité de Kout-Kalé. Il y a Ali Sambo aussi, un activiste aussi qui est dans la même prison que... Donc, vraiment, les gens peuvent faire facilement la prison à cause de leurs opinions ici au Niger, parce que effectivement la loi qui encadre, qui devrait protéger ces activistes-là, les expose davantage. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces lois-là que je viens d'énumérer ne favorisent pas notre mission. En dehors de ça, dans notre travail, nous faisons ce que nous appelons les procès stratégiques. Les procès stratégiques, dans le cadre de la lutte contre la corruption, c'est une activité que nous faisons, c'est-à-dire nous essayons d'enquêter et d'avoir des dossiers scandaleux que nous amenons au niveau de la justice et nous essayons de demander à ce que la justice puisse faire son travail. Mais très malheureusement, comme je vous l'ai dit, si haut que la justice n'est pas indépendante, je vous prends un exemple, un dossier que nous avons pu amener devant les juridictions, ce que nous appelons Iranium Gate, où il y a eu une transaction que nous avons jugée floue entre l'État du Niger et Areva, où on parlait de 200 milliards qui ont été transférés. Donc, nous avons voulu comprendre ce qui se passe réellement. Donc, notre dernier rempart à l'époque, c'était effectivement la justice. Donc, nous nous sommes dit que nous pouvons saisir la justice. Et très malheureusement, comme la justice est manipulée par l'exécutif pour qu'il n'y ait pas l'IMER, ils nous ont demandé de mobiliser une caution de 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA, pour nous autres activistes, nous n'avons pas ces moyens pour déposer au niveau de la justice. Mais quand même, nous avons réfléchi pour dire que nous allons continuer à se battre. Donc, nous nous sommes dit que est-ce que les citoyens peuvent cotiser pour qu'on puisse mobiliser ces 20 millions? Et effectivement, notre organisation a son compte au niveau d'une banque de la place. Nous avons demandé aux citoyens de mobiliser cette somme-là. Ces citoyens ont commencé à mobiliser, à verser dans notre compte quand effectivement la direction de la banque nous avait appelé pour nous dire que notre compte est fermé. Notre compte est fermé en saisissant la loi sur le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Donc, vous voyez les trucs farfelus que les gens utilisent pour empêcher effectivement que nous puissions faire notre travail. Aujourd'hui, je pense bien que le rapporteur spécial doit s'imprégner beaucoup parce que nous faisons beaucoup de rapports pour comprendre aisément qu'au Niger, effectivement, le travail des activistes, c'est un travail à risque. C'est un travail à risque, d'autant plus qu'il y a la stigmatisation, il y a les menaces, il y a aussi les risques d'emprisonnement. Aujourd'hui, le plus grand risque, c'est l'emprisonnement. À chaque bout de chemin, juste parce que vous avez un journaliste s'est présenté devant vous, vous avez donné votre avis par rapport à la marche du pays, vous serez interpellé à la PJ, ensuite c'est la prison, vous allez partir faire banalement 6 mois avant de voir réellement un juge. Et même quand le juge vous verrez, c'est juste pour vous dire que les faits ne sont pas constitués. Donc, c'est pour vous dire que le soutien est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de regards par rapport à la situation au Niger. C'est vrai, les autorités, ils sortent, ils vendent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire faire comprendre à la communauté internationale que vraiment le Niger est un pays démocratique, c'est un état de droit, présenter des statistiques pour montrer que ça avance, mais très malheureusement, nous sommes sur le terrain. Nous vivons les calvaires, nous vivons les situations sur le terrain et nous savons qu'effectivement, le Niger a vraiment besoin de véritables réformes pour permettre que tout un chacun puisse faire sa mission comme ça se doit. Mais quand vous regardez, je vous ai dit tout à l'heure, le gros problème,
c'est l'utilisation de la justice à outrance contre les activistes. C'est l'utilisation de la justice à outrance contre les activistes. Il suffit seulement que vous levez le petit doigt pour que vous puissiez. Aujourd'hui, vous savez, je vous ai dit que c'est le régime, l'ordonnance 84 qui est utilisée pour... Oui. Sorry, Michael, I'm going to have to ask you to wrap up. Can you just finish in 30 seconds and then we will hear from your colleague? Michael, please wrap up, and then we will hear from some of your colleagues. Pour conclure, pour vous dire que même les agréments des associations, par exemple, nous tournons la page, on nous a refusé l'agrément. Même les agréments des associations sont sélectifs, c'est-à-dire c'est au niveau du ministère de l'Intérieur que les gens sélectionnent les gens à qui donner l'agrément pour exercer. Donc, c'est pour cela que l'État est en train de créer les conditions pour avoir leur propre organisation de défense des droits de l'homme en dehors de notre indépendance. Donc, je pense bien qu'il faudrait, au Niger, c'est un problème de justice qui se pose et nous avons estimé que pour que la justice soit indépendante, il faut nécessairement une mobilisation citoyenne et aussi la pression, effectivement, de l'extérieur, tel que le rapporteur spécial de l'ONU. Merci. Thank you very much, Michael. That was great to be able to hear from you. So after you have spoken, Mary is going to be responding to all of the things that you have raised, all the points that you have raised. I just want to welcome everybody to the meeting who wasn't there to begin with. I hope that everybody is connected and hearing clearly and that you have been able to access the interpretation function. Go back again now to Munkaila Halidou, to ask him to take the floor. Munkaila, I hope you can hear us now. So please open your microphone if you can hear me, and you have around 5 minutes. Oui, merci bien. Je voudrais également féliciter en tout cas la tenue de cette réunion, mais j'avoue que je ne reçois pas en tout cas jusque-là la traduction, mais j'ai bien compris qu'il s'agit de faire une petite présentation. Je suis Munkaila Halidou, responsable d'une organisation syndicale, en même temps membre des structures de la société civile qui interviennent dans plusieurs aspects. Ce qu'il faut comprendre de la situation aujourd'hui des défenseurs des droits humains au Niger, je me dis que je fais sien d'abord, tous les propos tenus par Michael que je viens de suivre tout à l'heure, parce que nous vivons les mêmes réalités. Aujourd'hui, le principal problème que nous avons d'abord en tant que défenseurs des droits humains, c'est un problème de justice. La justice qui est utilisée, n'est-ce pas, pour persécuter les défenseurs des droits humains. Parce que pour nous, la justice au Niger doit être une justice indépendante. Mais les politiques utilisent la justice effectivement pour en tout cas arriver à leurs besoins en créant toutes les conditions de pouvoir nuire aux organisations de la société civile. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'état de droit, mais l'état de droit consacre un certain nombre de choses aux citoyens. Et c'est dans le respect de ces droits-là que nous agissons. Mais malheureusement, ce sont ces mêmes droits aujourd'hui qui font en sorte que les défenseurs sont persécutés, les défenseurs des droits humains sont malmenés, les défenseurs sont jetés en prison, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, tout ça là, c'est parce qu'il y a cette mauvaise pratique, il y a cette mauvaise gouvernance. Parce que si nous sommes dans un pays de droit, un état de droit, où la bonne gouvernance, en tout cas, est au top, je pense que nous n'allons pas nous retrouver dans toutes ces situations-là où les acteurs de la société civile sont considérés comme des éternels, en tout cas, putschistes, comme des éternels opposants. Nous ne sommes pas des opposants, nous n'agissons pas pour une opposition, mais nous sommes pour le respect, n'est-ce pas, des droits consacrants, en tout cas, ou les droits consacrés par la Constitution aux citoyens de manière générale. Voilà le travail que nous sommes en train de faire et voilà ce qui nous amène à suivre aujourd'hui tout ce qu'il y a comme mauvais mots dans ce pays-là. Nous sommes en train de les prendre. D'abord, c'est des contrats qui sont suspendus, des personnes qui perdent leur emploi à cause de leur activisme, en tout cas sur le plan de la société civile. Il y a ceux qui sont affectés dans beaucoup d'autres organisations ou dans beaucoup d'autres régions du fait de leur en tout cas, influence au niveau de la région de la capitale Niamey. Mais il y a également ceux qui partent directement en prison et aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, du fait des points de vue
de la loi. Parce que juste des personnes ont voulu manifester, on les prend, on les jette en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, un État sérieux peut prendre en une seule manifestation 400 et quelques personnes, les jeter en prison, et donc les acteurs de la société civile sont dans les prisons de haute sécurité, ce que nous appelons communément ici la prison de Koutkali. Donc, voyez-vous un peu qu'aujourd'hui, l'espace civique est rétréci, on ne laisse pas les activistes, on ne laisse pas la société civile en cas jour de ces droits qui lui sont consacrés par la Constitution. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, Marc l'a dit, lorsque même pour avoir un agrément pour une organisation, on fait le choix et on choisit à qui il faut donner, à qui il ne faut pas donner, comme si les Nigériens ne sont pas égaux, les Nigériens ne sont pas sous n'ont pas le même droit. Donc voilà un peu la situation que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et je pense que ce débat que nous sommes en train de faire doit vous amener, et dans tous les cas, tout ce qu'il y a eu comme manquement et tout ce que nous sommes en train de faire, il y a toujours en tout cas des procès que nous faisons, des rapports que nous rédigeons et qui sont envoyés au niveau des institutions. Et je suis persuadé qu'au niveau des Nations Unies, effectivement, ils reçoivent en tout cas ce rapport-là. Donc, pour nous, aujourd'hui, je dis, nous sommes en tout cas en droit de dire que les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme au Niger, en tout cas, qui sont sérieux dans leur travail, sont toujours persécutés et sont contraints, n'est-ce pas, à défendre pour aller en prison. Parce que le dernier mot ou la dernière situation auquel le pouvoir peut amener les acteurs de la société civile, c'est de les jeter en prison. Dès que vous parlez, dès que vous donnez une opinion, même pour opinion, on vous prend, on jette en prison. Donc, voyez-vous un peu les conditions dans lesquelles nous sommes en train de travailler. Et je pense qu'il va falloir quand même que nous comprenions ensemble que ce qui se dit ou ce que défendent les pouvoirs politiques vis-à-vis de l'extérieur, en présentant le Niger comme un État de droit, en présentant le Niger comme un pays où tout se passe très bien, où l'espace civique est ouvert, où les jeunes complètent des films à leur occupation, tout ça là, c'est juste pour vendre une image qui n'est pas l'image de notre pays. L'image de notre pays aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'espace civique est rétréci, les défenseurs des droits humains sont malmenés, sont maltraités, sont jetés en prison pour des droits qui leur sont consacrés par la Constitution. Voilà en tout cas pour un début ce qu'il faut comprendre par rapport à ce que nous vivons et ce que nous ressentons dans notre pays. Thanks very much, Munkala. We were able to hear you very well, and I'm glad you were able to participate in the end. Je rappelle que vous I didn't quite catch you there, Munkala. I think you're on mute. But Mary will be coming back to the points that you've raised at the end of the meeting. And now I would like to ask Samira Sabu. Samira, I hope that you can hear us. I see your video on, so if you could please take the mic. You have about 5 minutes. It would be great to hear from you now. Thank you. Thank you very much. Bonjour tout le monde. J'ai pris un peu la réunion de cours, mais je vais aller dans le même sens que mon camarade Michael Zozi, donc, et Moukaila Halidou. Je pense bien qu'il s'agit de nous présenter et de relever le dysfonctionnement en fait en matière de liberté des droits humains au Niger. Donc, la première des choses que j'ai à dire, c'est surtout concernant le dysfonctionnement de la justice. Donc, ça a été largement relevé ici. Donc, d'après ce que moi j'ai vécu et d'après ce que beaucoup d'acteurs de la société civile vivent, en fait, c'est que les procédures d'arrestation ne respectent pas les normes. Donc, dans les textes, sur la loi, il est bien dit, voici comment est-ce qu'on doit procéder à l'arrestation d'une personne. Mais dans les faits, les choses se font autrement. Et quand je donne mon cas, par exemple, quand j'ai été arrêtée le 10 juin, on m'a juste dit qu'on m'a convoqué à la police, on m'a dit de venir à la police, je n'avais pas de mandat, je n'avais rien. Et ensuite, maintenant, quand on a demandé que les choses avec mon avocat, qu'on fasse les choses dans les règles, on m'a donné un mandat. Sur le mandat, on me reprochait des faits de corruption. Donc, quand je me suis présentée devant le juge, ce n'est plus des faits de corruption, mais ça devient des faits de diffamation. Donc, il y a autant d'incohérences pour une justice ou pour un état de droit. Je pense que ça ne devrait pas arriver.
Donc, deuxième chose aussi, c'est les procédures de détention et d'interrogation. À ce niveau aussi, il y a des dysfonctionnements. Je prends toujours mon exemple et c'est la même chose qui s'applique aussi à d'autres. Hein. Vous arrivez devant un juge, le doyen des juges qui vous met tout seul dans son bureau avec un avocat et qui vous pose des questions. Si vous n'allez pas, vous ne répondez pas à ce qu'il veut, les réponses qu'il veut exactement, dans mon cas, on me demande de dire qui a dit que le fils du président est impliqué dans les trafics d'armement, voici le nom du monsieur. Est-ce que je peux leur dire c'est qui? Est-ce que je peux donner des informations supplémentaires? N'ayant pas ces informations, je lui dis que je ne sais pas c'est qui. Donc, ce n'est pas à moi de faire l'enquête de la police. On me dit que dans ce cas-là, je n'ai qu'à partir en prison. Quand ils vont finir l'enquête, on va me rappeler. Donc, c'est des procédures de détention et d'interrogation qui sont totalement illégales. Je n'étais ni un danger pour la société. Avec une caution, je ne risquais pas de disparaître, en tout cas du Niger. J'étais en plus enceinte. Donc, comment quelqu'un qui n'est pas un danger pour la société, qui est enceinte, une femme, on peut la prendre et la mettre en prison pour des raisons de prévention? Dans ce cas-ci, quand on parle en plus de diffamation, on me juge pour diffamation, mais c'est extrêmement grave. C'est un déni de droit absolu et ça va à l'encontre de tout ce que disent les juridictions et les institutions internationales et même notre État, si vraiment c'est un État de droit. Donc, tout ça va avec les procédures d'emprisonnement. Vous allez dans les prisons du Niger, juste à Niamey, dans la capitale. Le premier repas servi aux gens en matière de droit, imagine, le premier repas servi aux prisonniers ne sort qu'à 17h30, 18h. Avant cela, il n'y a aucun repas. Et le matin, dès 6h du matin, les autorités pénitentiaires viennent vous réquisitionner pour aller vous faire du ménage et nettoyer tous les alentours de la prison. Donc tout ça, c'est des dysfonctionnements en matière de gestion de l'appareil judiciaire. Quand j'ai dénoncé aussi les procédures de détention, même au sein de la prison, il y a des cachots à peine de 1 mètre où on met un individu dedans sans toilette, sans aération. Et c'est quand les détenus veulent vous nourrir qu'on prend de la nourriture pour vous amener. Durant ma détention, 2 personnes y sont mortes. Quand je suis sortie et que j'ai dénoncé cela, qu'est-ce qu'on fait? Le directeur de la prison a sorti mon dossier médical avec des fausses informations pour qu'on me traite de tous les noms. Comment une administration pénitentiaire, comment une justice peut sortir un dossier médical d'un individu? Si réellement on est dans un état de droit, parce que je fais mon travail d'acteur de la société civile pour dénoncer les situations de détention des filles. Et il y a des filles qui se font maltraiter par les agents de sécurité qui sont là pour les sécuriser. On va les faire culbuter dans du sable. Et quand j'étais en train de dénoncer ces faits, j'avais 5 articles à écrire. Je n'ai écrit que 2 articles. Mon avocat m'a appelé pour me dire qu'il y a une procédure qui est mise en marche pour m'arrêter pour trouble à l'ordre public. Parce que je suis en train de dénoncer ce qui ne va pas. Ça, c'est pour vous dire globalement, hein, il y a beaucoup de choses, même au niveau de la santé. Les détenus, vous les amenez quand à la prison, il n'y a que du paracétamol et autres. Et ce que je dis, vous pouvez le vérifier, il y a des institutions qui sont là qui vont en prison. Donc, ce n'est que des éléments parmi tant d'autres. Le temps est très court pour relever tous les dysfonctionnements. Concernant la loi sur la cybercriminalité qui a été votée en 2019, mais quelle aberration, quelle incohérence. Dites-vous que dans cette loi, hein, quelqu'un peut écrire, un journaliste écrit un article dans un journal. Et cet article-là, quand il est partagé sur les réseaux sociaux, même si ce n'est pas le journaliste qui l'a partagé sur les médias sociaux, on peut aller prendre ce journaliste et le mettre en prison à cause de la loi sur la cybercriminalité. Je vous invite à la lire. Mes amis ont relevé cela, les camarades. Donc, quand vous allez la lire, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de dysfonctionnements dedans. Et que cette loi-là, certes, il y a des côtés qui sont
correcte. On ne peut pas laisser les gens faire du n'importe quoi, diffamer, insulter, faire des menaces de mort, mais il y a beaucoup d'incohérences à corriger. Et pour corriger ces incohérences, il faut aussi asseoir les parties prenantes. Parce que cette loi a été faite par un Sénégalais qui n'a pas pris en compte aussi les avancements du Niger en matière de certaines avancées. Par exemple, concernant cette loi, un journaliste peut se retrouver en prison, alors que nous avons signé la table de la montagne, le président de la République a signé la table de la montagne où aucun journaliste ne peut être en prison pour des faits de diffamation ou autre. Je finis avec le dernier point, donc la loi sur la manifestation sur les voies publiques. Aujourd'hui au Niger, les gens n'ont plus le droit de manifester spontanément quand ils veulent et comment ils veulent. La loi oblige les manifestants à manifester que les samedis et les dimanches. On n'est plus dans un état de droit. Aujourd'hui, quand quelque chose ne va pas, même dans une famille, quand ça ne va pas, tu sors, tu dis que ça ne va pas, voilà, il faut qu'on change. Mais comment dans un état de droit, on dit que quand ça ne va pas, il te faut attendre un week-end, il te faut aller demander une permission pour que tu puisses sortir dire que ça ne va pas, il faut changer les choses. Et il faut que l'État reconnaisse que la société civile n'est pas là pour la détruire, mais la société civile est là pour lui donner des signaux, pour lui dire que ça ne va pas. Essayons d'arranger les choses. Mais pendant 10 ans, jusqu'à ce que le président de la République se présente devant les caméras internationales pour dire qu'il y a deux sociétés civiles, une société civile putschiste et une société civile, comment on appelle ça, qui est pour le développement. Comment les institutions internationales peuvent continuer à financer un pays comme ça? Quand on va dans les faits, on peut effectivement se rendre compte qu'il n'y a pas de société civile parce que toutes les sociétés civiles contribuent à... Samira? Merci. Thank you very much, Samira. But I'm sorry to interrupt you. We're going to have to go on to hear from some more of your colleagues now to make sure everybody has the chance to speak. But I'm sure Mary will come back to these issues you've raised at the end. So next, I would like to ask Mr. Issa Garba. Issa, if you can hear us, if you could please turn on your camera and open your microphone. It would be great to hear from you now. De l'opportunité que les rapporteurs des Nations Unies sur les questions des droits de l'homme nous donnent pour parler effectivement de ce que nous vivons, ou bien nous sommes en train de vivre ici au Niger en tant qu'activistes, en tant que défenseurs des droits humains. Particulièrement, moi j'interviens sur l'environnement. Je suis activiste environnemental, défenseur des droits humains pour la protection de l'environnement et pour un cadre de vie sain pour tous les citoyens nigériens. Effectivement, cette persécution aujourd'hui, ce rétrécissement de l'espace civique nigérien, nous le vivons. Et ça fait à peu près 10 ans que nous sommes en train de le vivre depuis l'accession de Issoufou Mahamadou au pouvoir, où un certain nombre de lois ont été prises qui restreignent la liberté, qui restreignent vraiment l'espace civique. Aujourd'hui, aucune manifestation ne peut être organisée. Au Niger, ça fait à peu près 5 ans que nous vivons le refus d'organiser des manifestations avec des causes ou bien sous l'angle que nous avons l'insécurité qui est là. Et aujourd'hui, le Covid est venu s'insérer dans cette liste d'arguments présentés par le pouvoir pour empêcher les activistes de jouir de leurs droits constitutionnels. Aujourd'hui, les camarades ont parlé de toutes ces lois qui ont été adoptées, la loi portant cybercriminalité, la loi sur la dépénalisation des délits commis par voie de presse, parce qu'en fait, l'État a signé la table de la montagne qui consistait à dépénaliser les délits commis par voie de presse. Mais quelque part, l'État a encore adopté une loi par rapport à la cybercriminalité, c'est-à-dire qu'on donne de la main droite et on retire encore de la main gauche. Ou bien on donne en dessous de la table et on retire ça au-dessus de la table. En fait, c'est juste un jeu d'enfant. En dehors de cette loi, les camarades ont oublié de notifier qu'il y a une autre loi qui est encore plus dangereuse. Excuse me, Issa. Issa, can I just ask you to speak a little bit more slowly and to maybe move a bit closer to the microphone? Ok, maintenant ça va maintenant?
Yes, hopefully that. Je reprends là où je me suis arrêté quand je disais que les camarades ont oublié de mentionner qu'il y a une autre loi qui est encore plus liberticide, qui est encore plus dangereuse que la loi sur la cybercriminalité, parce qu'il y a la loi sur les écoutes téléphoniques. La loi sur les écoutes téléphoniques, aujourd'hui, tout l'appareil judiciaire et même les officiers de police judiciaire qui sont chargés de faire l'enquête sont mis dans cette loi comme des gens, comme membres du comité d'autorisation de la poursuite de quelqu'un dont le téléphone a été dans le coup. Vous avez le haut commandant de la gendarmerie, vous avez le haut commandant de la garde, vous avez le haut commandant, le directeur général de la police judiciaire, vous avez le procureur général, le procureur de la République, le procureur de la Cour de cassation. Alors que dans un procès, si tu pars à un procès, tu passes à la police judiciaire et là, il y a le directeur de la police judiciaire qui est déjà membre de ce comité. Si c'est la gendarmerie qui te poursuit, il y a le haut commandant de la gendarmerie. Et nécessairement, quand c'est une poursuite, cette poursuite passe devant le procureur. Et le procureur est encore membre de ce comité. Vous voyez, et jusqu'au procureur général. Si vous faites jusqu'en cassation, le procureur général de la Cour de cassation est encore dans le comité, qui va encore apprécier. Non seulement il est plaignant, et en même temps il est juge. Donc, vous voyez, le matin, il se considère comme plaignant, comme membre du comité, et le soir, c'est lui, devant lui, que vous allez encore être présenté pour être jugé. Donc, vous voyez le contraste qu'il y a. C'est encore plus liberticide. Et on donne la latitude au président de la République de poursuivre qui il veut. Ce n'est même plus la justice qui te poursuit, mais c'est le président de la République, en fonction de ses humeurs, en fonction de ses états d'âme, qu'il décide de te poursuivre, de te libérer ou de ne pas te libérer. On lui donne ce pouvoir discrétionnaire alors qu'on dit que la justice est rendue au nom du peuple, dans le strict respect de la règle de droit. Et ici, on voit que non, c'est rendu au nom du président de la République en fonction de ses humeurs et en fonction de ses états d'âme. Ça, c'est regrettable. Aujourd'hui, nous, en tant que défenseurs des droits de l'environnement, nous sommes plus qu'inquiets par rapport à tout ce qui peut nous arriver, parce qu'aujourd'hui, le Niger est en train de développer l'exploitation du pétrole à grande échelle, où des pipelines sont en train d'être installés du Niger jusqu'au Tchad et jusqu'au Cameroun, du Niger jusqu'au Bénin, du Niger jusqu'au Burkina, avec pour le pétrole. Et aujourd'hui, ce sont des entreprises qui posent énormément d'impact sur l'environnement. C'est des entreprises qui polluent énormément. Et donc, s'il n'y a pas de mécanisme qui va protéger les activistes de l'environnement, ce qui veut dire que sous peu, les Nigériens seront confrontés à des difficultés multiples, surtout dans un contexte de changement climatique où le Niger vit deux situations et deux phénomènes par rapport au changement climatique. Nous vivons la variabilité au changement climatique, qui est un phénomène naturel, et il y a aussi les actions anthropiques qui sont les actions de l'homme sur l'environnement. Et aujourd'hui, ça nous inquiète plus parce que nous ne pouvons pas accepter que des sociétés viennent polluer, piller nos ressources, nous mettent polluent notre air, polluent notre environnement et s'en vont. Aujourd'hui, nous avons le cas de Orano, Areva, qui est devenu Orano, qui a fermé avec la mine de Cominac et de Somaït. Aujourd'hui, ils nous ont laissé avec des trous. Alors que la loi dit qu'avant de partir, ces sociétés ou bien ces entreprises doivent restaurer l'environnement avant de partir. Et aujourd'hui, ils ont plié les bagages, ils sont partis. Rien n'est fait dans ce sens-là. Et je pense que si aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir organiser un certain nombre d'actions par rapport à la protection de l'environnement, mais nous avons aussi quelque part peur pour notre vie. Nous avons peur d'être embastillés, nous avons peur d'être emprisonnés. Parce que nous avons constaté, ça fait longtemps, que les activistes ou bien les défenseurs des droits humains sont emprisonnés, mais nous avons constaté un silence total des systèmes des Nations Unies, bien que peut-être que les rapporteurs ils font un rapport, mais qui ne nous est pas parvenu ou bien qui ne sont pas totalement ventilés. Et nous pensons que quelque part, il y a la complicité aussi d'un certain nombre de fonctionnaires des Nations Unies qui, souvent, quand ils viennent en mission, ils nous rencontrent, nous leur disons ce que nous vivons, mais qui n'ont jamais rendu compte parce qu'ils font le jeu du pouvoir en place. Et je parle en l'occurrence du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, qui nous a toujours reçus au niveau de la maison des Nations Unies au plus, avec qui nous avons toujours posé la problématique de la défense, de la protection des activistes, mais qui n'a jamais rendu compte ou bien qui n'a jamais fait
écho de ça au niveau international parce que nous n'avons jamais entendu ce monsieur-là défendre les cas des activistes, alors que chaque fois qu'il vient au Niger, Ibn Chambas, nous le rencontrons, nous disons ce que nous vivons, mais il n'y a jamais suivi des faits. Et ça nous inquiète énormément parce que nous pensons que nous sommes abandonnés quelque part au niveau international, malgré le travail et le risque que nous sommes en train de faire pour la communauté et pour l'humanité. Merci beaucoup. Thank you very much, Issa, and Muriel will be coming back to your points, as I said at the end. Now, we've still got 4 of your colleagues, I think, at least to hear from. So I'm going to move straight on, and I'm going to ask Sarah Kadri Dado. Sarah, if you're hearing us, could you please put on your camera and unmute yourself and begin to make your intervention? You have 5 minutes, if that. Oh, bonjour, d'accord. Moi, je suis Madame Kadri Sarah Souroubou. Je suis enseignante de formation. Je suis membre d'un syndicat d'enseignants. Je suis encore membre de TLP. Donc, pour ma part, ce que je peux dire sur la justice, déjà, mes prédécesseurs l'ont déjà dit, notamment Samira et Meikot. Donc, moi, je reviens sur les institutions de l'État. Donc, le grand problème que nous avons, c'est vraiment la politisation des institutions de l'État. Donc, moi, je vais prendre l'exemple du cas de notre ministère où j'interviens, qui est le ministère de l'Éducation, de l'enseignement primaire. Donc, à ce niveau, ce que nous rencontrons en tant que défenseurs des droits humains, ce sont des persécutions, ce sont des menaces, ce sont des révocations, ce sont des résiliations de contrats pour certains camarades. Pour ma part, je dirais que j'ai été tellement persécutée au point où ça fait maintenant 3 ans où j'ai dû abandonner l'éducation pour retourner sur les bancs de l'école. Qu'est-ce qui a fait ça? Juste parce que j'ai dénoncé des abus, j'ai participé à des journées d'activisme et tout ça là, ce qui m'a coûté une affectation de... Normalement, mais je devais même être affectée à Niamey, dans la capitale, car je suis membre du bureau exécutif national, mais ça n'a pas été le cas. J'étais à 130 km de la capitale, dans la région de Dosso. Donc, de là-bas, ils m'ont affecté à plus de 1000 km encore de la région, alors que je devais être affecté à Niamey. Donc, ils m'ont pris de Dosso, ils m'ont amené à Zender. De Zender, ils m'ont amené à Tesker, dans un village lointain, où même l'accès est vraiment difficile. Et là-bas, j'ai suivi les pires traitements qu'on ne peut pas réserver à un être humain juste parce que je suis acteur de la société civile. On m'a affecté là-bas. Chaque lundi, c'est les persécutions, c'est les affectations dans le département. À un moment où même lorsque je voulais une permission pour venir dans la capitale et dans la grande ville, à Zender, c'est tout un problème parce que pour sortir de là-bas, j'étais la seule enseignante à qui le maire doit donner son avis. Puis, c'est d'abord le directeur, ensuite l'inspecteur, puis le maire. Alors que moi, je ne fais pas partie de la mairie. Et en dernière position, le préfet. Si par malchance, une de ces personnes est absente, je ne pouvais pas quitter le département, le village de Tesker, tout simplement parce que moi, je suis un danger qu'il faut contrôler. Alors, je ne vois pas ce qui m'a valu tout ça là. Et même pendant l'affectation, parce qu'en ce moment-là, je n'étais pas mariée. Donc, au cours de ces abus, de ce traitement-là, je me suis mariée à un député qui est membre du bureau de l'Assemblée. Maintenant, pour me réaffecter à Dosso ou à Niamey, ça a été tout un problème.
Et jusque-là, je ne sais même pas où ils en sont parce que moi, j'ai dû abandonner et revenir rejoindre mon mari. Donc, on a entamé des tractations, le syndicat, la société civile, tout le monde là. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas abouti à grand-chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, on voit en nous, défenseurs des droits humains, comme des opposants. Et je ne sais pas si, malheureusement ou heureusement pour moi, je me suis encore mariée à un opposant, à un député de l'opposition. Là-bas, même en tant que député et membre de l'Assemblée, il a mené tout un processus pour pouvoir gagner mon affectation, me ramener, et ça n'a pas été possible. Donc, pour ma part, je dirais que on doit commencer par dépolitiser les institutions de l'État parce que jusqu'à présent, même quand tu vas au ministère pour demander un papier, on va te demander tu es de quel syndicat, tu es de quelle structure. Parce que, comme l'a dit Samira, ils ont tellement créé des syndicats, des associations de droits de défense qui vendent de l'illusion du mensonge que quand tu vas à un ministère pour demander un papier, que logiquement, même un simple citoyen, on doit lui donner ça. À plus forte raison, un défenseur des droits humains, on te demande tu fais partie de quelle structure. Et quand malheureusement, tu ne fais pas partie des structures et des associations qu'ils ont créées, qui sont là pour les épauler, pour vendre leur illusion, on te dit que tu n'as pas accès. Donc, pour ma part, je vais m'arrêter ici et je vais revenir encore. Merci. Thanks a million, Sarah. And like I said, Mary will be coming back to the things you've raised. But now I would like to ask one of your colleagues, Sani Ayuba. Sani, I hope that you can hear me. If you can you please, yeah, there you go. Please take the mic. You have 5 minutes if you'd like to make your intervention now. OK, merci beaucoup. Je voudrais remercier en tout cas Madame la secrétaire pour l'opportunité de donner un peu la parole aux activistes nigériens sur les questions des droits humains. Je voudrais dire avant tout que la question environnementale aussi, c'est une question de droits humains. Bien qu'ici, elle n'est pas très perçue comme telle, l'engagement demeure un peu timide. On n'est pas assez nombreux qui se joignent en tout cas dans cette lutte globale pour amener un peu l'État ou les autres, surtout les multinationales, à respecter les engagements, parce que souvent c'est méconnu et donc il y a un peu d'abus à ce niveau. Donc moi, par rapport à mon intervention, je voudrais surtout dire un peu les questions de stigmatisation ou de surveillance. Je suis solidaire à tout ce que Issa Garba avait dit tout à l'heure par rapport aux mots qui minent en tout cas le secteur de l'environnement sur les questions de droits humains. Pour nous d'abord, c'est la question de l'intimidation et un peu comment dire, harassment. Voilà. C'est des questions pour lesquelles souvent on est confronté. Je me souviens, il y a 2 ans, on avait commencé à regarder un peu de près sur la question du projet de barrage de Kandaji, qui est financé par un consortium de banques multilatérales de développement sous le leadership de la Banque mondiale. Donc, ces programmes avaient contraint des communautés à se déplacer. Pendant 5 ans, ils ont déplacé des communautés pour les amener, les déplacer, les amener sur d'autres terrains, sans prendre en compte les aspects élémentaires et sans respect, en tout cas, de la plupart des politiques de sauvegarde sociale et environnementale de la Banque mondiale elle-même. Donc, c'était un peu l'occasion que nous avons saisie au moment pour se rendre sur les sites, rencontrer des communautés et aller faire du plaidoyer jusqu'à Washington, au sein de la Banque mondiale, rencontrer des grands groupes de lobby tels que des sénateurs américains, les dirigeants, les représentants européens ou de certains partenaires qui financent un peu ce projet pour attirer leur attention. Mais ce qui fut fait, mais c'était le retour au Niger, au lieu d'apprécier un peu le travail d'engagement civique, c'était un peu de
des appels d'intimidation ou des rencontres de dénonciation pour dire que non, alors ce n'était pas ce qu'il fallait faire ou des choses comme ça. Et ça décourage la plupart des acteurs de ces secteurs à continuer l'engagement pour le respect, en tout cas, des normes environnementales qui sont édictées, qui sont aujourd'hui globales. Partout là où il y a des chantiers, là où il y a des infrastructures qui ont un impact sur l'environnement, on devrait prévoir des mécanismes de compensation ou des mesures palliatives, et ce qui n'est pas souvent le cas ici. Souvent, des études sont faites, les et tout, mais dans la mise en œuvre, on constate qu'il y a un non-respect de leurs responsabilités sociétales et environnementales, la RSE. Donc, à ce niveau, quand les activistes veulent dénoncer cela, c'est toujours les mêmes questions de retour, de diffamation ou souvent d'intimidation. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est souvent la non-recommandation, parce que souvent, l'État ou les autorités sont appelés à recommander votre organisation, votre structure auprès de certains partenaires pour continuer des programmes ou des projets. Mais si vous n'êtes pas très réglo ou bien si vous continuez à dénoncer, souvent, ils vous privent de ces d'avantages qui sont prévus par la loi ou qui ne demandent pas grand-chose. Donc, pour moi, ça, c'est des questions très importantes. Et surtout quand on regarde, aujourd'hui, nous avons des réserves naturelles au Niger. Récemment, il y a eu des attaques terroristes dans la réserve naturelle de Kouré, où il y avait les girafes. Il y a, par exemple, des gens qui travaillent sur ces questions telles que les guides des girafes. L'un d'eux a été même tué par ces terroristes. Donc, parce qu'ils ne sont pas assez protégés, ne sont pas assez équipés. Donc, ils ne peuvent même pas faire face à cette menace terroriste. Et aujourd'hui, ces réserves sont la plupart délaissées aux terroristes parce qu'aucun activiste, aucun environnementaliste ne peut aller dire qu'il va préserver ou sauver la nature parce qu'il y a des animaux qui vivent, parce qu'il y a des ressources forestières à préserver. Aujourd'hui, personne ne peut les faire parce que c'est des endroits qui sont en train d'être abandonnés au profit des groupes djihadistes. Et nous, ça nous inquiète parce qu'on ne sait pas dans quel état on va retrouver la nature, qu'on va retrouver ces réserves-là quand la paix sera rétablie ou des choses comme ça. Et l'autre élément important, c'est que nous avons mené plusieurs campagnes de plaidoyer pour dénoncer l'emprise de certaines entreprises, telles que les entreprises chinoises dans les domaines du pétrole, qui, dans le nord du pays, là où ils font l'exploitation, ils font des dégâts assez considérables en termes de perte de la biodiversité ou de destruction de la nature. Et quand on constate que récemment, il y avait même une loi qui a déclassé une partie de la zone pour permettre d'installer des pipelines et consorts, alors que cela a un impact considérable dans une zone où il y a une biodiversité qui est très menacée et qui est même en perte de disparition parce que c'est dans cette zone de la réserve naturelle nationale des termites et des Tontoumas où il existe quand même les derniers types de girafes ou de gazelles qui sont en tout cas les seuls en tout cas en liberté dans le monde. Donc pour nous, c'est très important qu'on puisse voir comment amener à ce qu'on puisse aider les activistes à se sentir mieux protégés pour faire leur travail. Quels sont pour moi les mécanismes de protection spécifiques qu'on peut en tout cas adresser ou bien qui sont disponibles au niveau des Nations Unies pour les activistes environnementaux? Comment faire en sorte qu'ici, dans nos pays, surtout au niveau du système des Nations Unies, qu'il y ait un volet spécifique à la protection des activistes sur les questions environnementales, parce que c'est ce qui n'existe pas. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons la chance d'organiser la première marche pour le climat au Niger, mais c'était terrible, même pour une marche pacifique comme ça, pour un sujet aussi important qui dénonce l'injustice climatique. Il fallait faire beaucoup de tracasseries administratives, demander les autorisations, valider partout au niveau de la police, au niveau de la municipalité, etc., pour pouvoir mobiliser des citoyens à marcher pacifiquement pour réclamer une justice climatique au Niger. Donc voilà, entre autres, nos préoccupations. C'est surtout voir comment, au niveau local, on puisse avoir des portes ou même si c'est des centres d'écoute pour permettre à ce que les activistes puissent se sentir en sécurité, protégés, pour continuer à faire le travail noble qui est de préserver l'environnement, qui est de préserver la planète. Parce que comme on l'a dit, on n'a pas de planète B, il n'y a que la planète Terre que nous avons. Je vous remercie de l'opportunité.
Thank you very much, Sunny, for everything you've contributed there. I'm sure Mary will be picking up on it. But before we go to Mary to hear her response to the things that you've all said today, I'd like to ask one more speaker to intervene, and that is Falmata Taya. So Falmata, I hope that you can hear us. If you can you please turn on your camera and open your microphone and take the floor. You have 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Good morning, Falmata. Bonjour, moi c'est Falmata Mokhtar Taya, présidente d'une ONG dénommée Genome, la jeunesse pour une nouvelle mentalité. Je veux juste amener un plus sur ce que mes prédécesseurs ont relaté. Ils ont tout dit ce qui se passe et ça, c'est la réalité que vivent les Nigériens. Alors, dans un État, si c'est un État de droit, il faut qu'il y ait quand même un oui et un non. On ne peut pas tous être du même bord. Aujourd'hui, on crie au Niger qu'on est en démocratie et cette démocratie, elle reste juste sur les papiers parce qu'elle n'est pas appliquée. On ne peut pas dire non à ce qui se passe, même si on fait du mal de ce qui se passe au pays. Quand vous dites non, vous êtes classé comme un opposant. Personnellement, moi, je suis victime des coups et blessures graves de quelqu'un qui fait partie de ce gouvernement. J'ai procédé à une démarche pour avoir ce qui m'est de droit. Et jusqu'à présent, mon dossier est sous le papier et c'est resté sans suite. Alors, c'est qu'on dit, mais l'État du Niger doit être... Si ce régime n'est pas de... On ne peut rien dire si ce n'est pas quelque chose qui les avantage, qui leur avance, on ne peut pas attendre. Dès que tu dis quelque chose qui est contraire à ce qui se passe, tu es classé automatiquement opposant. Personnellement, mon ONG a été créée depuis 2015. Tous les bailleurs qui viennent pour intervenir dans ce que nous avons plusieurs filières. Les couches vulnérables, les scolarisations de la jeune fille, etc., etc., etc. Alors, les bailleurs passent par l'État pour venir à ces ONG. On fait comprendre aux bailleurs que ce ONG n'est plus d'actualité. Heureusement, nous avons échangé quelques numéros ou bien quelques idées avec des bailleurs qui nous appellent ailleurs. Avant de passer au gouvernement, on fait comprendre qu'on est là. Mais ils ont eu une autre version qui n'est pas comparative à notre version. Vous voyez, c'est vraiment crucial. Et puis, la dépravation de mœurs. Tout ça, c'est des choses. Nous n'avons pas assez de temps pour relater. Mais c'est que sûr, quand tu dis quelque chose qui ne concerne pas l'État, qui n'applaudit pas ce qu'ils sont en train de faire, quel que soit le dégât ou bien la dégradation de ce qui se passe, tu es classé automatiquement opposant. Tu ne peux pas relater les faits en plus forte raison confirmer ce que tu as vu ou bien ce que tu as vécu. Alors, nous vivons dans ce même Niger. Souvent, quand tu entends des gens dire quelque chose qui est contraire à ce qui se passe au Niger, tu te poses 1001 questions. Ou bien nous avons deux Niger. Alors que c'est le même Niger, nous vivons la réalité, nous n'arrivons pas à nous exprimer. Et tout celui qui ose s'exprimer autrement à l'encontre de ceux qui veulent entendre l'État, tu es classé automatiquement comme un opposant. Vous voyez? Donc, ce que a dit Issa Garba, je reviens là-dessus. La cybercriminalité, c'est une loi qui a été adoptée. Alors, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas eu assez de temps pour comprendre ce qu'il y a, les enjeux et les perspectives dans cette loi. S'ils pensent qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir, pour qu'ils passent leur temps à écouter les conversations téléphoniques, etc., 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 ils n'ont qu'à se mettre dans la tête que demain, ils peuvent être de l'autre côté. Aujourd'hui, ils sont à droite, demain, ils peuvent être à gauche. Et si cette loi continue à travailler, ça risque de les frapper. Vous voyez? Il y a tellement de choses qui se passent, mais très malheureusement, aujourd'hui, notre système judiciaire, il est mis, c'est un point de départ, c'est que tu passes partout, tout ce qui va à l'encontre de ce régime ou bien à l'encontre de ce que dit ce régime, tu es classé
automatiquement comme un opposant. Alors que tu n'es pas opposant, tu dis ce qui se passe, tu exprimes la réalité, tu amènes un plus pour qu'il y ait la solution à ces problèmes cruciaux. Alors, il faut que l'État du Niger, dans toute sa couche sociale, dans toute cette diversité, prendre le temps de revenir là-dessus. Il y a des décisions qui ont été prises, mais ils les ont prises en croyant qu'ils vont rester éternellement ici, ou bien je ne sais pas, ils pensent que ça ne va pas les concerner. En tout cas, nous sommes coincés ici. Nous sommes coincés et sérieusement, je vous dis qu'un acteur de la société civile, si tu n'es pas de leur bord, tu es classé comme un opposant. Ils ont créé tellement des ONG, des organisations, juste pour dissuader, comment dirais-je, la nation nigérienne et l'international. Alors, il faut mettre les points sur les i. Il y a des ONG qui sont faites juste pour les tiroirs, pour dissuader ce qui se passe au pays. Alors, maintenant, la solution qu'il y a était de dépolitiser, si c'est possible. Et je suis sûre et certain que ce n'est pas possible pour le moment. Je ne sais pas. Avec le temps, ça viendra. Cette démocratie dont nos parents ont payé cher pour l'avoir, je ne sais pas avec le temps si ça viendrait. Mais actuellement, la démocratie dont on est en train de parler au Niger, elle est marginalisée. Récemment, le président de la République a cherché à rencontrer les acteurs de la société civile. On a voulu que ce soit à une grande large ou bien à une main ouverte. J'ai compris qu'il y a des ONG qui ont été sélectionnées pour rencontrer ce président de la République, alors que tous les Nigériens sont au même point d'égalité devant la loi. Vous voyez, dès le départ, il y a une discrimination. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Alors, quand on dit un acteur de la société civile, tu es fait pour tous les Nigériens. Toute personne qui se sent menacée, qui se sent piétiner son droit, a le plein droit de venir se converger vers les acteurs de la société civile en collaboration avec les défenseurs, les avocats. Il y a des avocats qui sont disponibles pour défendre les causes nobles, mais il y a ceux qui ne le sont pas. Alors, si vous dites quelque chose qui est à l'encontre de ce gouvernement ou bien de ce régime, vous êtes classé automatiquement un opposant. Et je vous reviens là-dessus. Moi, je suis victime des coups et blessures volontaires. Tout ça parce que je suis dans une association non étatique qui dit ce qui se passe dans ce pays, qui raconte ou bien qui relate les faits, la réalité de ce qui s'est passé, parce que moi, je suis victime. J'ai vécu et j'ai créé un dossier. J'étais partie à la justice pour, comment dirais-je, pour défendre ce qui me doit. Jusqu'à présent, le dossier est sans suite. Et j'ai compris que c'est un coup monté. Je ne sais pas, ils ont essayé de m'intimider, ça n'a pas marché. Maintenant, ils ont passé par l'acte à me blesser parce que j'ai failli perdre mon œil. J'ai été blessée par un coup et des blessures volontaires. Le monsieur a dit qu'il est volontiers et puis le pays, c'est pour eux, l'État, c'est pour eux. Si j'ai quelque chose à dire, je n'ai qu'à dire, je n'ai qu'à aller me plaindre partout où je vais. De toutes les façons, ce Niger-là leur appartient. Et c'est de lors que je me suis dit que donc, nous vivons dans deux Niger, pas le même Niger que nous connaissons. S'il y a quelqu'un qui se hasarde, qui se permet un beau matin de poser la main sur quelqu'un, tout simplement la personne a dit ce que se passe, ou bien la personne en réalité, les faits divers, va coûter à ce qu'on lui arrache un œil ou bien quelque chose. Vous voyez, je veux juste rappeler à ceux que nous, qui ont opté pour défendre les droits de l'homme, nous soyons pour, parce que la force d'un groupe, c'est l'opportunité d'un partenaire. Il faut que nous concrétisons un bloc pour dire non à tout ce qui n'est pas bien pour le pays, pour dire non à tout ce qui ne va pas arranger le peuple nigérien, parce que nous avons ce même Niger, un individu. Falmata. Merci. Thank you very much. I'm sorry to interrupt, but we're running out of time, and we actually have two more human rights defenders who've been able to join us. But Mary, I don't know if you want to say a few words first. Mary, you're muted. Can you hear me now, Michael? You can? Yes. Okay, I'll make it short because I would like to hear the other defenders that have joined. And maybe you can follow up
with me afterwards on the points that I am raising, okay? Michael, the issue you raised about the bank, saying that your bank account has been the bank called to say the bank account has to be closed. If you could tell us more about that afterwards, what reason did they give? Have they shut it, etc., etc.? And also I was very what came through from all of you is the absence of a functioning judiciary in the way that it should uphold the rule of law. So, and the laws that are being brought in to restrict your activities. Thank you very much for that. I now have note of all the laws that you mentioned, and we'll think about that. I'm interested, Samira and Sarah and who else was speaking? Falmata. Well, Falmata, I'll come to you in a second. But I'm interested in hearing a bit more about the specific situation for women human rights defenders, and are there additional risks that they face because of their gender? And in the case of you, Falmata, who was it that, who was responsible for, do you know who was responsible for the assault and battery that you described? Women human rights defenders are a priority for me, and also environmental human rights defenders, particularly in the context of business and human rights. So when I listen to Issa and Sami, I would like to have more information if there are any human rights defenders that have been threatened or attacked because of their work for the environment or for communities affected by big business projects. I would like to hear about them, information about them afterwards. And also, if you can tell me who the companies are and give me contacts for somebody who is the CEO in the company, that would be terrific, because I want to try and develop my company work. Now, in relation to the UN system, I know nothing much about the UN system. I am not part of the UN system. I am an independent expert. I cannot... So I'm independent of the UN system, I'm independent of NGOs, and I'm independent of states. All I can do is really raise your concerns with the state through the permanent mission by writing official letters called communications and following up with meetings with them. And I would like to do that, but I need more information. Regarding the UN system, I can't comment on that. So I think I'll just leave it at that. And those of you that I've asked questions of afterwards, perhaps you could make sure that you send that information to Michael through Tournée La Page or into the inbox. But probably Michael is the best person, because he has, together with Tournée La Page, sorry, it's Tournon La Page, beg your pardon. So between the two of you, maybe you can collate that information, and through Michael, then between you all, through Michael, then maybe we can think about what next steps we can do, because I am happy to take action and try and speak to the government about all these issues. But I'd like now just to listen. If two people have joined, I'd prefer to give the time over to them. Okay, thanks, Mary. So yes, we have two defenders with us who haven't spoken yet. So Ali Idrissa, if you can hear me, please turn on your camera and open your microphone. Do you hear me, Ali?
Oui, allô, oui, je vous entends très bien. That's great, Ali. So we don't have a lot of time. So if you could just make the most important points you want to communicate to Mary in maybe 3 minutes, that would be perfect. Oui, bon, je pense que les autres collègues sont largement revenus sur les difficultés pour les défenseurs des droits humains dans notre pays. Je ne vais pas revenir dans les détails, tout ça. Tout ce que je peux peut-être souligner aujourd'hui, c'est avec la corruption qui a gangréné carrément tous les secteurs, le secteur économique, avec les entreprises qui aussi concourent à tout ça là. Il faut se dire que l'avenir risque d'être assez aussi difficile pour les défenseurs parce qu'ils sont obligés de s'attaquer à des sujets où il y a des intérêts de milliards et des milliards de francs CFA. Ça deviendra des intérêts d'individus, ça deviendra des intérêts de groupes d'intérêts. Donc, je crois que les gens doivent intérioriser tout cela. Le secteur, nous, qu'on embrasse beaucoup plus, c'est le secteur de la lutte contre la corruption dans les industries extractives, notamment l'exploitation pétrolière. Vous savez bien, avec les nouveaux partenaires qui sont là aujourd'hui, notamment les Chinois, les Turcs et les Français étaient là depuis, bon, le risque ne peut être que plus grand. Et aussi, il faut prendre en charge cette question de protection des activistes au niveau local. Si on voit les dernières années, et même aujourd'hui, sur le territoire national, il y a un défenseur des droits de l'homme en prison dans une localité du Niger. Il y a deux même, sinon plusieurs. Un qui a été condamné hier à des mois de prison, je crois, les détails vous seront donnés après. Donc, tout cela, il faut aussi prendre en charge la question de sécurité de ces activistes au niveau local, qui travaillent vraiment en contact direct. C'est vrai, des fois, nous, au niveau de Niamey, nos questions de protection sont prises en charge très facilement. Et aujourd'hui, eux, ils sont en prison. Il n'y a pas eu assez d'écho par rapport aux autres qui ont de la visibilité. Je crois que nous devions aussi regarder la situation de ces défenseurs. Pour moi, voilà un peu s'il y a des questions d'ordre spécifique dans la réunion, nous répondons. Thanks very much, Ali. That was a great contribution. It's great that you were able to join the meeting in the end. But Mary, if you would like then to say any last words. Yes, thank you, Michael. Ali, thank you very much for that succinct comment. Just to reinforce to you all, I really need the information. If I don't have the information, I can't take any action and I can't make it up. It has to come from you. So I just remind you that if in the future, or if now, as Ali said, there are human rights defenders in local areas who have been imprisoned, and you said you'd send me some info about one, but we need to try and do something about that. People who are human rights defenders, another of my priorities is human rights defenders who are working in marginalized remote areas, people who don't have access often to either national, regional or international contacts. So I'd be very keen to get to know those human rights defenders who are working at local level, as you said, Ali. And in terms of the companies, as I said, I really need information on companies. We can't do anything with companies unless we have the information, and from outside we don't have the information. So again, as I said, I would really like to stay in touch and hear from you if and when there are specific cases of human rights defenders who have been attacked
persecuted or imprisoned because of their human rights work. And from you all are areas that I am trying to prioritize. Women human rights defenders, environmental human rights defenders, anti-corruption human rights defenders. So it would be good if you could try and keep up with me to inform me about cases that that happen as they occur. I'll also try and look at, get somebody to look at if there's anything we can do to talk to the government about the laws. Okay, I need to look into that first though. So thank you very much. And I'm really pleased to have been here and to have listened to you.